Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de Sam Mendes et de 1917. Sam Mendes qui avait déjà réalisé Skyfall. Oui, et d'ailleurs, ce film qui a reçu 2 Golden Globes cette année, un en tant que meilleur réalisateur pour Sam Mendes et un autre en tant que meilleur film, des distinctions que Sam Mendes avait déjà gagnées par le passé, puisque pour American Beauty, il avait récupéré 2 Oscars et 2 Golden Globes, meilleur réalisateur et meilleur film à chaque fois. Ouais. Et en même temps il mérite ses récompenses puisque là pour le coup 1917 est tourné en un seul plan séquence qui est assez impressionnant, mais je vous propose juste de vous rappeler ce que c'est qu'un plan séquence. Le plan séquence est une scène tournée sans qu'elle ne soit coupée ou montée. Ce type de plan permet de vivre l'action au moment où elle se déroule, puisque le temps du film est le même que le temps vécu par le spectateur. Il s'en sort alors une impression d'immersion totale dans l'action. L'angle de vue de la caméra peut alors avoir un sens lourd sur l'action qui se déroule sous nos yeux. En fonction du positionnement de celle-ci et des mouvements qu'elle va effectuer, la scène n'exprimera pas la même chose et n'aura pas le même sens pour le film. Avant l'arrivée du numérique, les films tournés en pellicule ne pouvaient pas faire tourner éternellement leur caméra puisque la bobine arrivait un moment à sa fin. Mais avec le numérique et la possibilité de stocker sur un disque dur les images, les réalisateurs peuvent tourner un plan séquence de 2 heures s'ils le souhaitent. C'est par exemple le cas du film Victoria, sorti en 2015, qui a réussi l'exploit d'être tourné en une seule prise de 2h14, les acteurs ayant répété le film avant. Dans 1917, il s'agit d'un faux plan séquence. Le film donne l'impression que la caméra n'a jamais été coupée, mais en réalité, Sam Mendes et son chef opérateur Roger Deakins, oscarisé pour sa photo de Blade Runner 2049 et mondialement reconnu pour son travail notamment pour les frères Cohen, ont effectué des coupes invisibles. Par exemple, à un moment du film, les héros rentrent dans une pièce sans lumière, ce qui évidemment est l'occasion pour le réalisateur de faire une coupe et de reprendre la scène à partir d'un rush différent. Pour réussir les prises, il a fallu s'adapter aux changements constants de la lumière naturelle, savoir gérer les espaces clos, coordonner les techniciens aux acteurs et surtout ne pas faire de ce plan séquence un simple artifice technique mais bien un moyen de sublimer ce que le film veut dire. Quoi qu'il en soit, le plan séquence reste une marque de virtuosité et de créativité pour les réalisateurs. Ça met en lumière le talent des acteurs et la capacité des techniciens à s'adapter au réel. Alors pour commencer déjà on peut dire que le film est techniquement magnifique, on n'a jamais été aussi immergé dans l'action que dans un film de guerre. Dunkerque avait un petit peu fait cet effet-là Ouais. quand il était sorti, Ouais. Dunkerque de Christopher Nolan, notamment cette scène du bateau où là il y avait une tension assez fabuleuse, mais vraiment Sam Mendes repousse les limites de l'immersion dans l'action et dans la guerre. Oui, c'est vrai qu'on est obligé de le comparer à Dunkerque parce que la proposition est la même, c'est nous immerger dans la guerre. Donc c'est des films très immersifs. C'est vrai que la technique du plan séquence, elle est très pertinente parce que ça appuie sans cesse le propos du réalisateur. Parce que dans Dunkerque, on utilisait plutôt la technique du montage pour montrer un peu l'impact du temps, montrer les différentes durées des actions. Mais ici, il n'y a pas de problème de durée, enfin, c'est en temps réel. Et voilà, ça appuie sans cesse le propos du réalisateur. Et il y a beaucoup de dramaturgie en plus dans chaque scène. Au niveau des acteurs, on a Chapman et Mackie qui sont très justes dans leur rôle de soldats. On a également des caméos d'acteurs très connus, des caméos parce qu'en fait ils ont une présence très courte à l'écran. On a Colin Firth qu'on a Ouais. vu Le dans discours d'un roi. Le Discours d'un roi, Orgueil et préjugés. On a également Benedict Cumberbatch qu'on Ouais. voit évidemment chez Marvel dans Doctor Strange. Oui, il a fait Star Trek, il a fait Imitation Game aussi, Voilà, où il voilà. joue Alan Turing. Ouais. Et on a Mark Strong qui avait joué Récemment, il a fait Shazam ouais. et The Lady aussi, qui The a joué. Lady, et il a fait Il a joué aussi chez Ridley Scott. Kingsman. Kingsman, voilà, Ouais, Kingsman. c'est pas Ridley Scott, ça par contre. Non, non, je parlais pour Ridley Scott dans Robin des Bois. Ah oui, d'accord. C'est un film aussi qui cherche à rappeler une chose qui peut peut-être paraître naïve ou stupide, mais que la guerre est quelque chose d'abominable. On voit très bien quand même que la caméra de Sam Mendes cherche à montrer ces corps, par exemple ces cadavres qu'on voit dans le No Man's Land. On voit tout un tas de choses qui sont inertes et sans vie, des ruines, les tranchées évidemment, la vie dans les tranchées et l'horreur que ça représentait pour les soldats. Ce film, c'est vraiment un témoignage, une piqûre de rappel pour dire que ça, ce qui s'est passé en 1917 et pendant la Première Guerre mondiale en général, ça ne doit plus jamais se repasser. Et c'est un écho quelque part à l'actualité entre l'Iran et les États-Unis et ces tensions qui naissent actuellement entre ces deux pays. Ouais. Après, c'était pas forcément une intention du réalisateur, puisque quand il a tourné le film, il n'y avait Ouais. pas encore de tension entre l'Iran et les États-Unis. Mais Mais nous, ça fait écho. ça Voilà, nous ça fait fait écho, penser ouais. forcément que ça peut, pourquoi pas, on n'espère pas, Voilà, mais on ça espère pas. peut arriver.
Non, je suis d'accord que le film a clairement une volonté de témoignage et de message plus que par exemple dans Dunkerque, où c'était vraiment de l'action brute. Là, on sent que Sam Mendes veut nous dire quelque chose, veut nous rappeler sans cesse son message. Et ouais, je suis totalement d'accord à ce niveau-là. C'est assez efficace et ça implique qu'il y a pas mal d'émotions du coup dans le film. Exactement. Totalement. Donc, pour conclure cet avis no spoil, pour moi, c'est un film qui techniquement est un aboutissement extraordinaire. Jamais la guerre a été filmée comme ça. Vraiment, je trouve que cette caméra, elle a quelque chose d'absolument très particulier et de presque jamais vu. Les acteurs sont bons, ils font tout à fait le job. Il y a une tension parfois qui vraiment est fabuleuse dans le film. Donc, clairement, le contrat est totalement rempli et même au-delà. Bah, c'est pour ça qu'ils lui ont filé son Voilà. Golden Globe de meilleur film. C'est totalement mérité et il ne volera peut-être pas un Oscar. On sait pas. Moi, personnellement, je ne serais pas aussi dithyrambique parce que après avoir vu 1917, je réévalue un peu Dunkerque, par exemple. Et pour moi, ça a mieux fonctionné Dunkerque que 1917. Pour autant, ça reste un grand film, je l'admets totalement. Et j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Hein. Mais est-ce qu'il mérite son Golden Globe de meilleur film? Je sais pas. Je suis encore un peu dubitatif. Il y avait Irishman. Et je pense que c'est parce qu'il y avait Netflix derrière The Irishman que du coup ils l'ont filé à 1917. Bah, ça, on saura jamais. Mais par contre, niveau Golden Globe, meilleur réalisateur, là, ah oui, là, c'est totalement justifié. On peut pas. Roger Deakins a fait un travail extraordinaire à la photographie. Bien sûr. On voulait vous faire aussi partager l'avis d'un réalisateur belge avec lequel tu es en contact. Donc je vais vous le lire. C'est un film brillant, bien sûr, qui respire au rythme de ses personnages et de leur périple, ce qui le différencie par rapport à des exercices similaires précédents, comme Birdman et The Revenant. Qui ont été réalisés par Iñárritu et The Revenant qui avait l'Oscar avec DiCaprio et Tom Hardy. Donc, ce qu'il explique, c'est que c'était du grand angle dans Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, Sam Mendes n'a pas réutilisé la technique utilisée par Iñárritu. C'est-à-dire qu'il a utilisé ce qu'on appelle un grand angle. Le grand angle, ça permet d'avoir une profondeur de champ beaucoup plus importante, de noyer finalement son personnage dans le décor, en fait. Donc il explique que c'est l'effet GoPro qu'on retrouve assez bien dans The Revenant, notamment. Voilà, c'est ça. Alors qu'ici, ce qu'on a, c'est un effet d'écrasement entre le personnage que l'on suit et son environnement, où le réalisateur impose l'avant-plan et l'arrière-plan de manière plus précise et significative. En fait, l'ambition de Sam Mendes, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est vraiment de faire ressortir l'humain de cette aventure et de la guerre. Et c'est pour ça qu'il a travaillé sur des focales serrées pour pouvoir faire ressortir ces deux soldats. On a les soldats qui sont nets on a, au premier plan, mais à l'arrière-plan, on a des flous, ce qui permet vraiment de les détacher. Voilà. Et il explique aussi qu'au niveau réalisation, c'est assez impressionnant parce que le caméraman doit se positionner de manière à assurer cette juxtaposition des deux couches d'infos. Comme la focale utilisée est plus longue, il se tient plus loin de son sujet et doit effectuer des mouvements de déplacement bien plus larges et difficiles. Et sans ce choix, certains effets dramatiques n'auraient pas pu avoir lieu, notamment le moment où on voit la silhouette allemande qui, au fur et à mesure, s'avance vers une menace. Voilà. Et l'effet d'une longue cicatrice blanche créée par la tranchée au sangage des soldats dans la dernière partie. Que d'abord on voit assez flou et en fait qui donne cet effet de cicatrice très profonde et progressivement, une fois on s'accompagne avec le Scofield, on la découvre plus précisément. Donc là aussi Sam Mendes, il a vraiment imposé sa patte et surtout la technique qu'il a utilisée sert totalement son propos, c'est-à-dire vraiment cette volonté de détacher l'humain du film et surtout détacher l'humain de cette horreur qu'il filme. Et il rajoute d'ailleurs, dans les éléments qui entourent le personnage central, on est perpétuellement connecté avec l'élément précis qui le touche et a un effet sur son mental. Et sachant que cette focale, contrairement au grand angle de The Revenant et Birdman, équivaut à celle de l'œil humain. Oui, c'est ce qu'on disait plus loin dans la vidéo, c'est qu'on découvre, en même temps que les choses qui se passent. C'est-à-dire que quand la caméra tourne, on découvre ce qu'ils voient, ce qui nous permet de nous mettre vraiment à leur place. Et donc pour conclure, il dit voilà aussi pourquoi l'approche osée et exigeante de Sam Mendes nous plonge encore plus dans le vécu de ses personnages.
Alors dans cette partie, on va analyser des thèmes qu'aborde le film, donc il va y avoir des spoilers. Alors coupez la vidéo maintenant si vous ne voulez pas être spoilé, sinon si ça vous dérange pas, vous pouvez toujours nous suivre. Le film, il a une ambition humaine et personnelle vraiment très forte. Déjà, on suit les deux soldats tout au long du film. On apprend des histoires sur eux, leur goût, on apprend un petit peu sur leur famille. Ils échangent beaucoup, ce qui vraiment contribue à donner ce côté humain au film. Et également, dès le début du film, on voyage dans la tranchée avec eux et on voit des choses qu'on ne voit pas forcément dans les films de guerre. Par exemple, on voit le côté cuisine des tranchées, donc qui est à l'arrière. On voit également un soldat qui étend le linge sale. C'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais en fait, c'est le quotidien aussi de personnes humaines. Et autre chose aussi, on apprend dès le début du film par le colonel Erin joué par Colin Firth, que Blake a un frère dans la section qui doit recevoir le message par les deux soldats. Et donc dès le début du film, Sam Mendes nous met une dimension très très humaine à cette quête en fait des deux soldats. Ouais, et après le côté familial plutôt, il était déjà un peu présent aussi dans le soldat, beaucoup présent dans le soldat Ryan, parce Spielberg, que ils vont chercher un homme, qui un a des perdu, 3 frères, voilà. parce que les 2 autres sont morts. Donc C'est repris, le thème familial est repris. c'est repris, c'est pas une invention de Sam Mendes, mais c'est bien fait quand même. De ce fait, cette mission elle a un poids personnel pour l'un des deux protagonistes. Et ça rappelle le fait que le grand-père de Sam Mendes est à l'origine de cette histoire, puisque c'est lui qui était messager durant la Première Guerre mondiale et qui a raconté son périple à Sam Mendes, qui a décidé d'en faire un film. Ouais, et il s'appelait, c'est noté à la fin du film, il s'appelait Alfred Hubert Mendes. Et il lui rend quelque part hommage à travers ce film. Ça apparaît dans le générique, c'est en hommage à... Cette humanité, on va la retrouver aussi dans un moment très particulier du film, c'est quand Scofield trouve dans une ville en ruine en France une femme et un bébé. C'est un contraste très très fort qui se joue dans cette scène puisque on a de l'horreur absolue autour, on a des flammes avec l'église qui est complètement enflammée, la ville est totalement en ruine, elle est aux prises des Allemands. Et au milieu de tout ça, on a une femme qui est complètement désespérée et qu'on comprend forcément, et ce bébé qui est une sorte de figure de la naïveté et de l'innocence qui contraste très très fortement avec la situation de guerre et de désespoir qu'il y a autour. Ouais, d'ailleurs, moi ça m'a fait penser à la scène où les deux soldats anglais essaient d'aider un Allemand qui se crache en avion. Ouais, c'est vrai. Alors, ça se finit tragiquement pour l'un des deux Anglais. Et ça vient tout de suite en lien avec l'une des remarques du du capitaine joué par Mark Strong qui disait faites gaffe, il y a des gens qui sont là juste pour combattre. Ouais. Et au final, ici, on se rend compte qu'il y a aussi des gens qui sont là pour aider, qui n'ont pas envie de se battre. La guerre n'est pas forcément chacun de nous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc l'humanité, elle se joue là aussi. Enfin, moi, c'est aussi à ce niveau-là que je vois ce thème-là. Et c'est vrai que cette femme, elle a l'air, quand il la trouve complètement désespérée, elle est morte de peur. Hein. Et quand elle voit le soldat, elle se dit forcément c'est un soldat allemand. Au final, non. Il va me tuer. Ouais. C'est ça, il va me tuer. Il y a une sorte de douceur aussi qui se dégage, puisqu'il y a, on va pas dire un romantisme, mais une douceur, comment dire, une petite flamme. Voilà, c'est ça, une petite flamme entre les deux, parce ouais. que c'est tellement horrible ce qui se passe à côté qu'il y a ce répit un petit peu romantique qui est très bon aussi pour Scofield. Après, moi, pour le coup, au niveau de l'efficacité pure du film, je trouve que ça fait un peu trop baisser la tension. Après, il remplace cette tension dramatique par une tension plus romantique. Et pour le coup, c'est pas mal aussi de ne pas être tombé dans le piège du il faut s'en faire avec la romance américaine. Oui, voilà, comme dans Pearl Harbor ou Fury. Là d'ailleurs, voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que le soldat ne va pas l'embrasser, il va rien faire tout ça, il va repartir puisque sa mission c'est quand même d'essayer de sauver 1600 hommes. Parce que s'il ne donne pas le message à l'aube, il y a quand même un massacre qui va se passer. Donc il y a cette efficacité aussi qu'on retrouve, cette cohérence Michael Bay, lui, il serait allé à fond avec les musiques, la grosse musique, le gros baiser en gros plan. C'est ça. Un autre moment d'humanité assez fort dans le film, c'est la mort de Blake. Blake qui est poignardé par le soldat allemand que les deux soldats ont sauvé de l'avion enflammé et qui s'était crashé juste avant.
Ce qui est intéressant dans cette mort, c'est deux choses. C'est d'abord que le plan séquence, c'est là où il a toute son efficacité, c'est qu'on vit exactement la mort avec, presque avec Blake, hein, puisque Scofield assiste Blake dans sa mort. On est présent avec eux. Exactement, on est présent à partir du moment où il est poignardé jusqu'à son dernier souffle. Et c'est assez saisissant de réalisme. On est vraiment totalement en accompagnement avec lui. Puis il y a un petit twist en plus, parce qu'au début, on suit le soldat qui va chercher l'eau pour la mettre dans son casque, et ensuite on découvre l'autre derrière. On entend le bruit. On entend le bruit du poignard, et on se doute un petit peu, mais vu qu'on ne le voit pas, on a une certaine imagination qui se crée à ce moment-là. Et il y a une deuxième chose aussi que j'ai trouvé assez forte, c'est que Blake demande à Scofield s'il va mourir, et là il lui dit oui. C'est-à-dire qu'il lui dit pas non comme dans la plupart des villes. Là il lui dit oui. Il y a cette réalité dure à appréhender, et petit à petit on sent cette fatalité en fait, hein, qu'il va pas s'en sortir. C'est marrant parce que souvent les réalisateurs ils sont un peu pudiques à ce niveau-là, et leurs personnages ils disent jamais oui tu vas mourir à un soldat. Oui, c'est jamais aussi c'est toujours t'inquiète pas ça va aller. C'est ça va tu vas t'en sortir, et au final le mec 2 secondes après il est mort, mais ouais, c'est surprenant du coup sur le moment. Franchement. C'est surprenant, et finalement ça paraît cohérent en fait. Parce qu'en plus il y a quelques secondes d'hésitation. Hein. On se dit, je lui dis pas, parce qu'il sait très bien, qu'il va y passer, parce que le mec il est peut poignardé pas. au niveau. Il essaie de le soulever, il veut tirer. Il saigne énormément. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait, mais tu vois le visage de Blake qui au fur et à mesure de la scène devient gris. Oui, exactement. C'est impressionnant. Alors qu'en plan séquence, il n'y a pas eu le temps de raccord maquillage. Ouais, alors peut-être au niveau de l'étalonnage, est-ce que l'étalonnage, c'est-à-dire juste au niveau de sa tête. Ouais, peut-être qu'en étalonnant progressivement la scène, c'est pas impossible. Ça peut être une technique, hein, il y a plusieurs techniques pour faire. Du coup, c'est assez épatant techniquement sur le moment. Et la scène, elle est très émouvante, hein, très émouvante. C'est tellement réaliste en fait que vraiment on est. Ça te déstabilise. C'est déstabilisant. T'as pas envie d'y croire au début. Ouais, c'est ça. On est à ses côtés. C'est là encore le génie du film et de Sam Mendes. C'est ce réalisme en fait. Et ça en fait une aventure humaine à la fin. Hein. Et une scène qui me revient à l'esprit aussi, c'est la scène du chant. Quand il a fini de surmonter les cordes dans l'eau, qu'il passait au-dessus, il a un petit coup de vas-y, je pleure. Et il arrive dans une sorte de bois. Et il y a tous les soldats qui sont par terre, tous encerclés autour d'un soldat qui chante. Alors, je ne sais pas si c'est un chant religieux ou juste un chant. J'ai essayé de regarder. C'est très lyrique hein, quand même. Hein. Oui, c'est très lyrique, et c'est a cappella évidemment parce qu'il n'y a pas d'instrument, mais c'est un peu ce chant de mort quoi en fait. Et ce qui est choquant, c'est que justement ils sont tous là encerclés autour du soldat. Et alors qu'on sait très bien, comme c'est vers la fin du film, que 2 minutes après, ils sont envoyés à la mort. Clairement, ils vont tous se faire massacrer. Alors, la mort dans le film, elle va être extrêmement graphique. D'abord parce qu'on va trouver des cadavres d'humains, des cadavres de chevaux également. On va trouver des cadavres d'objets comme des tanks, des barbelés arrachés. On va voir aussi des lieux où il n'y a plus âme qui vit, genre le No Man's Land, les tranchées allemandes qui sont désertées, la ville en ruine. En fait, chaque plan est imprégné de la mort. Il n'y a plus rien qui vit, il n'y a plus rien qui est en place. Tout est totalement, même dans une ferme, à un moment donné, ils vont dans une ferme qui est complètement ravagée, le chien est mort, les vaches sont mortes aussi. Comme si tu avais besoin de tuer des vaches dans une guerre. Oui, alors ça il l'explique dans le film, c'est que les Allemands étaient en repli, et donc ils pratiquaient ce qu'on a appelé la politique un petit peu de la terre brûlée, c'est-à-dire que quand on se replie, on brûle toutes les ressources qui sont en arrière de nous pour pas que l'ennemi se nourrisse, et il lui dit d'ailleurs, c'est qu'il les tue parce que tu pourrais te nourrir des vaches. C'est ça contraste d'ailleurs. C'est le contraste entre l'horreur, en fait, l'horreur de ce qui est en train de se passer, et cette couleur blanche qui est... T'as pas un pet de sang, hein. C'est pas une tache de sang, alors que les mecs qui reçoivent des obus sur la gueule. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de rouge, il n'y a même pas de boue, il y a un contraste. C'est un film aussi qui joue sur les contrastes, hein, très fort au niveau des couleurs. Donc là-dessus aussi, on a trouvé ça super intéressant. Et un truc que je voulais rajouter aussi, c'est quand tu parlais du No Man's Land qui avait jamais été tourné comme ça. À un moment, on le voit dans Au revoir là-haut au début, le plan séquence au début de Au revoir là-haut. Mais ce qui allait pas trop dans Au revoir là-haut, c'est que justement c'était propre, c'était pas de la boue, c'était de la terre normale. Alors qu'on sait très bien que les soldats, ils étaient dans la boue, les flaques d'eau, c'était dégueulasse, ils pouvaient quasiment pas bouger. Alors dans Au revoir là-haut, par exemple, c'était très propre.
Oui, oui, oui. Donc je trouvais qu'à ce niveau-là, c'était mieux fait. Ouais. Et puis, ce qui est aussi évidemment super intéressant dans 1917, c'est qu'on découvre le paysage en même temps que les deux soldats. Et donc, en fait, on prend le temps de s'imprégner de l'ambiance de chaque lieu, Ouais. et notamment le No Man's Land, où on est comme eux, en fait, on marche à travers cet endroit qui est vraiment ultra lugubre, et on prend le temps de regarder les détails, de voir, et c'est très bien travaillé ça par l'équipe qui a fait les Surtout quand décors. ils arrivent dans le cratère où il y a le corps Ah ouais, de ouais, l'Allemand. ouais, ça, c'est- Et à un moment, tu as la caméra qui bouge juste un peu et hop, tu vois le corps qui arrive pile en bas de l'écran. Ouais, Et ouais. c'est arrive aussi un moment avec le mec dans le barbelé. Oui, les barbelés Tu aussi. sais, tu Ouais. suis comme ça, t'es en Ouais, ouais. travelling, en train de Et là, suivre les on, deux, et d'un seul coup, ça tourne et hop, là, t'arrives dans un on voit barbelé. quelqu'un planté dans des barbelés, et c'est saisissant parce que ça tape à l'œil, hein, ça tape fortement à l'œil, et en même temps, ça dit quelque chose, toujours pareil, de cette Non, mais c'est guerre. pertinent, c'est totalement pertinent. Du côté abominable en fait des Mm. combats, et puisque voilà, c'est qu'il y a assez peu de combats finalement de guerre dans ce C'est pas film. un film d'action, Par la fin. hein, Voilà, au final. c'est pas un film d'action, mais avec les cadavres et tout ça, on a la représentation de C'est l'horreur, une on ambiance, imagine. ouais. Voilà, c'est une ambiance. Ouais. Alors 1917, on va en revenir un petit peu, même si on en a déjà parlé avant. C'est évidemment une claque visuelle monstrueuse. Le chef opérateur Roger Deakins, qui avait été, on l'a dit, oscarisé pour Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, a encore fait un travail fantastique. On retrouve toute sa patte colorimétrique, et notamment dans la ville enflammée avec les ruines, on retrouve ce orange qui était très caractéristique, par exemple dans Skyfall, quand le château de James explose, et Ouais, à la fin, ouais. voilà, on a ces flammes oranges, ou même... C'est presque la même image au final. hein. Oui, Tu sais, très l'église en Ouais, feu, ouais, le personnage à côté. c'est très très ressemblant. On retrouve vraiment cette Ouais. teinte orange qui est très très caractéristique à Roger Deakins. Et même cette teinte orange, je la retrouve aussi dans la scène sur Las Vegas dans Blade Runner 2049. Voilà, le plan séquence est d'une efficacité redoutable. On est dans l'action, on est immergé dans l'action du début à la fin. Mais c'est ça qu'on retient du film tellement. En fait, le plan séquence, même pour les gens qui à la base savaient pas forcément ce que c'était, ils se rendent compte forcément pendant le film que, Oui, que ça coupe que la caméra, à un elle moment donné, n'arrête ils se pas. disent, ouais, Ils disent, Alors, il faut même rajouter qu'il y a un moment au milieu ou aux 2 tiers du film où ça coupe. Ça coupe. Là, Mais c'est justifié c'est quand, pour le besoin du récit. C'est quand Scofield en fait affronte l'Allemand dans la tour. Ouais. Et que on sait Les pas, deux on sait pas se trop tirent bien dessus en même ouais, temps. ils se tirent dessus, mais on sait pas très bien s'il prend une balle ou. Mais il la prend dans le casque puisqu'il est sonné, il s'en Ouais, rend c'est pas ça. avant. Ouais. C'est ça qui fait que. Il tombe dans l'escalier, et après il perd connaissance et il se réveille. D'ailleurs, il se réveille dans un bleu magnifique qui aussi était un petit peu dans Et Skyfall. justement, après cette scène-là, on voit quelque chose, c'est qu'il est attaqué. Oui, mais oui. on ne sait pas par quoi, on ne sait pas par qui, on ne sait pas par où. Et c'est un peu le symbole de la guerre, c'est que tout peut te tomber dessus à un moment. Les soldats, à la limite, ne savent même plus contre qui ils se battent. Ils sont obligés d'être dans le champ de bataille. C'est des balles. En fait, il y a des balles qui fusent en permanence, et on ne sait pas. Alors, on pense quand même que ce sont les soldats qui le poursuivent. Mais ce qu'on les a pas vus plus tôt dans la scène, ils n'étaient pas là. Mais on les entend. On les entend derrière lui. Moi, je crois que c'était limite un engin volant ou mais il y en avait pas. quelque chose, mais il y en avait pas. Donc, ouais, voilà. Donc, on l'aurait entendu. Il y aurait eu un bruit. Il y avait des avions de combat, mais il y avait certainement pas d'hélico ou des choses comme ça. Donc, non. C'est saisissant quand même, parce que tu es là, tu te dis qu'est-ce qui se passe, qui lui tire dessus. Bon, forcément, c'est des Allemands, mais. Ouais, ça vient de partout. Et puis en plus, il y a ce noir, il y a cet énorme contraste qui fait qu'en fait, on le perd presque de vue par moment. On sait, il court, mais on sait pas tout. Des fois où il court, lui aussi non plus, il sait pas toujours. Donc, il y a une autre scène où il joue vachement sur la couleur, c'est quand il est à l'intérieur d'un immeuble, tu sais, dans la ville en ruine. Il est en train de tuer un des soldats qui voulait le balancer, qui voulait appeler son pote. Ah oui. Et tu as au premier plan, en noir, dans le noir, dans l'ombre, Scofield en train d'étrangler le soldat allemand, et l'autre derrière qui est complètement bourré, au fond, en arrière-plan, dans la lumière. Là, c'est pareil, c'est un jeu de Là, il couleur joue pareil, sur l'ombre et la lumière, il y a ce jeu.
Bon, clairement, Roger Deakins maîtrise totalement son art, il y a rien à dire là-dessus, tout est parfait. Alors c'est tout pour cette première vidéo de critique sur 1917 de Sam Mendes. On espère que ça vous a plu. C'est la première fois qu'on en fait une, on aurait aimé parler d'autres choses encore, Ouais, mais il y avait bon, d'autres choses à aborder. oui, il y avait d'autres choses à aborder, mais on a essayé d'être un peu condensé, pas trop en faire dès le début. Donc si ça vous a plu, dites-le nous, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, hein, tout ce que vous savez. Et pour les quelques personnes qui auront vu la vidéo, n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos qu'il y aura sur notre chaîne. Ouais, on va faire une critique de... Tu vas faire une critique de 21 Bridge. Ouais, Manhattan Lockdown. Manhattan Lockdown en France. Et moi, je vais me charger de Play, la comédie sortie récemment avec Max Boublil. Voilà. Voilà. Salut! À la prochaine!